Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 18 mai 2024. On se retrouve avec un BTC proche des 67 000 $. Très belle progression sur la semaine de plus 10% à 1300 milliards de capitalisation. Un Ether qui rattache le train avec les 3100 $ à 362 milliards de cap, plus 5% sur la journée et plus 6% sur la semaine. Toujours à la traîne derrière Bitcoin malheureusement. Ça se passe très bien pour Solana à autour de 173 $. Il capitalise aujourd'hui 72 milliards et il a progressé de 19% sur la semaine et globalement on a ce top 25 qui progresse de plus 1 à plus 7, plus 10%. On avait BCH en positif, ICP, Fetch AI plus 3% pour Uniswap, 5% pour Ethereum classique, 6,59 pour Stacks, on a 5% également pour The Graph, 4% pour Arbitrum, 6% pour Maker, 9% pour Optimism, 3% 42 pour Sui et on clôture le top 50 avec Injective, Phantom, Theta Network, Torchain et Floki Inu qui prend la 50e place autour de 2,08 milliards avec les mêmes coins qui sont toujours à la fête. On a la map de liquidité qui revient sur la borne haute puisque c'est à compter de 68 000 qu'attendent de désordre avec levier. On pourrait nettoyer et ce jusqu'à 72 000 assez facilement et ensuite on a le dur qui attaque autour de 74 000 et jusqu'à 78 000 avec une fin de tous ces ordres, de tout ce gros bloc qui se termine à 81 ou attendre ensuite quelques ordres un peu plus disparates jusqu'à 91 000 et ensuite on a d'ores et déjà des ordres avec faible levier qui attendent en short x3 jusqu'à 110 000 $. C'est complètement fou de voir des ordres qui sont déjà éparpillés jusqu'à 110 000. En bas on a bien nettoyé et on voit que c'est pas repositionné finalement avant les 56,6. Donc est-ce qu'on va venir grappiller sur ce mois de mai jusqu'au sourd à minima de 72-73 et peut-être revenir chercher de nouveau la zone justement de l'ATH qu'on a connue il n'y a pas si longtemps puisque c'était à la mi-mars 2024. Voilà, en tout cas, pour l'instant, on avait eu la belle déviation ici autour du 1er mai où on était venu chercher 56 000. Par la suite, la zone des 60 000 tourons a été défendue à plusieurs reprises. On a repris la médiane de range autour de 64-65 et donc on est de retour dans la portion supérieure désormais de ce range. Les open interest sont toujours relativement flat, en tout cas ici sur la mesure qui est faite sur le Scalpex Index pour BitMEX et on a le Crypto Fear and Greed qui est de retour à 73 sur le grid. Ceci étant dit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur les réseaux sociaux, on est très loin d'une quelconque euphorie. Au niveau des news, on part avec Goku. 13 des 25 plus grands fonds spéculatifs basés aux États-Unis auraient acheté des ETF Bitcoin Spot au premier trimestre 2024 selon Bitcoin River et on aurait donc des allocations qui sont plus ou moins grandes avec notamment Millennium Management qui détiendrait 27 263 BTC et on a pu le constater avec bon nombre d'autres qui petit à petit sont en train de s'exposer. Donc on va voir ce que ça va donner au travers du temps, mais c'est clair que ces jours-ci de nouveau les inflows étaient positifs, même GBTC de Grayscale était en train de racheter un tout petit peu de Bitcoin alors que d'habitude ça faisait des mois qu'ils étaient en train d'en vendre. Donc c'est vrai que contrairement à avant où on n'avait que les futurs qui appuyaient littéralement sur le cours du BTC puisque c'était souvent très spéculé à la baisse les futurs et ça pouvait permettre de créer un hedge pour les professionnels, notamment les mineurs qui d'un côté vendaient le spot donc en positif, en cash flow sans arrêt et qui derrière essayaient de se hedge sur les futurs au cas où le marché baisse. Donc il y avait quand même une certaine pression vendeuse qui aujourd'hui s'amenuise de par la nécessité au niveau des ETF spot au comptant de détenir des bitcoins au sonnant et trébuchant, ce qui permet de rééquilibrer un peu cette force et finalement dès qu'on a un peu plus de demande, on a le marché crypto qui remonte. Le récap des news avec Génération Crypto qui nous disait que ETH pourrait surprendre à la hausse dans les mois à venir selon Coinbase. En effet, dans un rapport, Coinbase souligne qu'il est peu probable que ETH soit remplacé en tant que token principal de la DeFi. On aurait Solana qui serait 46 fois plus rapide que Ethereum. La blockchain Solana serait la plus rapide parmi les plus grandes blockchains existantes avec un record de 1504 transactions par seconde le 6 avril 2024. Selon Kyungju, le Bitcoin se trouverait au milieu du cycle haussier avec un bull run qui pourrait se terminer à peu près dans un an de temps autour de avril 2025. Donc là aussi, quand on fait un peu un mix de tout ce consensus, il y a pas mal de gens qui pensent que autour du printemps 2025, on sera à l'apogée peut-être à la fin de ce cycle et d'autres qui pensent qu'on pousserait jusqu'à l'automne 2025. Donc comme d'habitude, le but, c'est un peu pour ça que sur la chaîne aussi, j'essaie de vous bousculer régulièrement sur
sur votre psychologie, sur des thèmes qui ne font pas plaisir, liés à l'aversion de la perte d'argent, les biais psychologiques, et si demain le marché ne nous donne pas ce qu'il veut, etc. Et je sais que parfois c'est des messages qui sont extrêmement mal perçus de l'auditoire parce que c'est des messages qui ne font pas plaisir. Mais là, pour le coup, quand on essaie de se projeter comme ça au travers du temps, tout en ayant en tête qu'on est dans une incertitude croissante, au travers de ce qui se passe sur toute la planète et d'un point de vue macro et d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue financier, bien entendu que voilà, si une majorité d'analystes qui sont en général pas d'étanches pensent qu'on pourrait avoir un cycle qui trouve sa finalité entre le printemps et l'automne 2025, on devrait effectivement avoir quelque chose qui devrait plutôt pas mal coller dans ces eaux-là, mais qui sera un mix toujours de ce qui a pu être anticipé par les différents participants au marché. On termine donc avec Kraken qui examine activement le fait de supporter ou non l'USDT dans la branche européenne de son exchange pour se conformer à MiCA. MiCA qui va intervenir cet été 2024 et qui malheureusement devrait bannir purement et simplement de la zone EU, une exclusion, tous les stablecoins. Donc on va voir ce que ça va donner par rapport à USDC qui peut-être sera le premier à essayer de se montrer en odeur de sainteté. Mais pour USDT, de Tether, ça risque d'être très compliqué pour pouvoir maintenir un quelconque listing et pouvoir maintenir tout simplement le fait d'être échangé sur la zone EU. Donc il va falloir être plutôt proactif cet été si vous détenez beaucoup d'USDT ou après à voir si de votre côté vous êtes enclin à utiliser un VPN ou à utiliser des carabistouilles pour essayer de continuer de contourner ce genre de limitation, de restrictions, voire de sanctions. Mais voilà, c'est quelque chose auquel il va falloir quand même prêter attention. On avait The Trade Flow qui nous mettait en avant que en ce moment tout le monde est en train de parler des deals par rapport au VITSI, le cartel des échangeurs centralisés, etc. Et que petit à petit, les nouveaux coins et tokens ne sont plus si intéressants que ça à investir. Et typiquement, c'est ce vers quoi on tendait lors de notre discussion de lundi dernier avec Marc et Manu. On en a fait le constat de notre propre côté que petit à petit, effectivement, ça devient de moins en moins intéressant de spéculer sur des nouveaux projets, des nouveaux coins, des nouveaux tokens qui arrivent au marché, puisque à chaque fois, on est complètement cloisonné par les termes et par justement la pluie et le beau temps que peuvent faire les VITSI. Alors peut-être qu'on n'est pas suffisamment avancé dans ce cycle pour avoir quelque chose de positif comme on l'avait eu au Q1 2021 au premier trimestre, au moment où tout bombardait de tous les côtés, mais c'est vrai qu'on est un peu plus dubitatif maintenant qu'on voit tous ces systèmes de points, tous ces systèmes de farming, les airdrops qui finalement ne contentent plus grand monde. Voilà, on a une professionnalisation du domaine qui est telle désormais que pour les particuliers, et même si on a un petit avantage d'avoir de la private ou un truc comme ça, finalement à la fin on ne s'y retrouve plus par rapport à avant, et c'est quelque chose d'assez important aussi à dire et à prendre en considération du côté des particuliers aujourd'hui. Peut-être qu'il vaut mieux attendre systématiquement qu'un projet soit lancé, que les tokens soient disponibles au marché, de voir comment ça réagit. Vous allez systématiquement perdre des X par rapport aux personnes qui sont en seed ou qui sont en private ou qui sont des VC. C'est des investisseurs professionnels qui ont apporté les premiers millions, donc vous ne pourrez quasiment jamais être à leur place, ça c'est clair et net. Mais d'un autre côté, vous ne porterez pas ce poids de vous dire est-ce que j'ai mis 1000 $ dans un truc et est-ce que voilà, je vais me faire malheureusement éclater par ces mêmes VC. Donc à ce jour, c'est clair que quand on voit la spéculation des particuliers, c'est aussi un peu la discussion qu'on a eue la dernière fois dans le live, qui vont vers les mêmes coins. C'est vrai que quelque part, les mêmes coins, au moins tout le monde est logé à la même enseigne. Alors certes, il y a des méga whales dans les mêmes coins, donc c'est pas là non plus pour rendre tout le monde riche, et bien loin de là, personnellement, je vois toujours ça un peu comme du gambling, mais c'est, on va dire, une méthode de fonctionnement qu'aujourd'hui, pas mal de particuliers ont choisi, plutôt que d'aller spéculer comme ça sur des coins et des tokens qui se lancent, un peu comme on en a régulièrement, notamment du côté de CoinList. Alors pour ma part, comme je vous avais dit récemment, il y avait récemment quelques tokens qui se sont lancés comme PIC, il y a Natix également en ce moment, et je reprécise au cas où ça n'est pas clair, je n'ai aucune incentive de la part de CoinList ou quoi que ce soit, je continue pour ma part de mettre un petit billet par-ci, un petit billet par-là sur des projets qui se lancent comme ça, mais tout en ayant aujourd'hui le recul pour vous dire que
depuis fin 2021, début 2022, c'est plus tout à fait ça. Et quand c'est pas des équipes ou des contrats qui sont changés en cours de route pour vous dire ah ben ok, finalement on a décidé de faire partir le vesting un peu plus loin ou de repousser l'échéance d'un an ou de 2 ans. Et voilà, petit à petit, on sent que on a une industrie qui est un peu crispée déjà autour des investissements, mais qui démontre aussi sa volonté peut-être de totalement faire reculer les particuliers par rapport à tout ça. Je pense aussi que, comme on en avait discuté là aussi plusieurs fois, c'est une problématique de faire investir des particuliers avec un pool qui est complètement ouvert au moment où on ouvre une private ou quelque chose dans ces eaux-là. Par le passé, il y a eu, et notamment au moment où Ethereum est arrivé, des phases de distribution qui étaient tout à fait propices à ça. Aujourd'hui, on ouvrirait complètement les tokens et les tokenomics, puisque tout le monde parle que de ça maintenant, à l'intégralité des particuliers, un peu comme à l'époque de Ethereum. Je suis même pas sûr que ça fonctionnerait comme ça a pu le faire justement en 2015-2016. Donc ce que j'essaie de vous dire tout bêtement, c'est qu'à chaque phase de marché et à chaque 2, 3, 4 ans qui se sont passés, il y a eu des modes de fonctionnement, des méthodes de financement qui ont avancé, qui ont évolué. Et aujourd'hui, je pense que cet écosystème est de nouveau en mutation assez profonde. Et je suis curieux de voir quel sera finalement le prochain narratif ou le prochain momentum de financement positif qui sera adopté par cette industrie, parce qu'aujourd'hui, finalement, le constat, c'est qu'on est un peu au point mort. On avait Cryptost qui mettait en avant que MakerDAO dévoile Pure DAI, qui est un nouveau stablecoin autour de DAI et qui développerait donc un stablecoin entièrement décentralisé, à voir pour la suite, puisque récemment DAI avait été un peu décrié. Journal du Coin donc qui mettait en avant que Kraken envisage de supprimer l'intégration de l'USDT, mais c'est pas envisagé, ils vont être obligés malheureusement. On avait Loris Dalio qui mettait en avant que Take-Two vient de confirmer GTA 6 pour l'automne 2025. Donc finalement, si on est en bout de bull run à l'automne 2025, on pourra retourner chill sur nos bonnes vieilles consoles ou PC, puisque je suppose que ça va sortir multiplateforme. Avec Charlie Bilelio, la balance Fed Sheet qui est à son plus bas depuis décembre 2020. Donc malgré tout, ils n'ont pas encore commencé. Ça doit être fait à compter de juin s'ils respectent ce qu'ils ont dit, d'arrêter d'enlever au bilan par rapport à tout cet argent qui était sur le marché. D'un autre côté, malgré le retrait de liquidité, le fameux quantitative tightening aux États-Unis, le QT, qui est le double maléfique du QE, quantitative easing, qui avait été l'impression monétaire à gogo en mars-avril 2020, pour rappel. On a l'ensemble des indices, le CAC 40 qui fait un nouvel ATH, le SP500 qui fait un nouvel ATH, le Nasdaq qui fait un nouvel ATH, Bitcoin qui est pas très loin de son nouvel ATH, 2400 $ pour le gold. Donc qu'est-ce que ça va être le jour où on aura de la liquidité, j'ai envie de vous dire. Et pour autant, est-ce que le marché n'a pas trop anticipé justement tout ce qui pourrait se passer demain par rapport au fameux pivot de la Fed et tout ce qui s'ensuit? Comme on en discutait là aussi lors de la dernière émission, on pourrait avoir un pivot de la Fed qui se ferait jusqu'en 2026 tout entière. Donc on est quand même sur un horizon de temps qui est relativement long pour les marchés et qui pourrait être anticipé là aussi un peu trop frénétiquement quant à ce fameux pivot qui pourra en décevoir pas mal derrière. Un excellent article, les posts de Alexandre Stachenko qui nous disait qu'à force de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ça a dégénéré en hystérie collective et on peut le voir au niveau de nos cryptos, puisque pour ceux qui ont essayé de faire un cash out ou tout simplement même d'envoyer ou de recevoir des cryptos tout crypto sur du crypto.com, du Binance, du Coinbase et peut-être même Kraken et tous les autres, puisque petit à petit c'est la norme qui est en train de s'appliquer. On va vous demander de labeller si l'adresse est à vous ou si vous envoyez à un tiers. On va vous demander pourquoi. Coinbase commence à demander des relevés de compte et des justificatifs de provenance des fonds, ce qui là aussi, d'un point de vue de la provenance des fonds encore, on peut le discuter. D'un point de vue de vous demander les 3 mois d'arriéré de vos justificatifs de compte, je pense qu'ils outrepassent leurs droits. Donc on est vraiment là dans une zone grise d'un point de vue de la régulation où les bons élèves essaient même d'aller plus
loin que ce que leur demandent les régulations locales. Et pour autant, comme on l'a vu tout à l'heure avec Mika, etc., et le gros rouleau compresseur qui est en cours d'un point de vue régulatoire, je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines de ce côté-là. Et c'est le seul truc finalement qui me met le plus gros frein de mon côté en 2024, c'est qu'à un moment donné, sur un excès de zèle généralisé, on se retrouve bloqué par rapport aux échangeurs. Avant, on avait peur de se faire dégager par nos banques quand on faisait des cash-out. Demain, est-ce que si on ne peut pas justifier de l'intégralité de la traçabilité des fonds que nous avons sur nos bons vieux non-custodial wallets de type Ledger ou des trucs comme ça, on nous dit finalement l'échangeur lui-même en amont n'accepte pas vos cryptos pour les échanger contre d'autres cryptos ou contre des euros ou contre ce que vous voulez. Voilà, la problématique elle peut être ici. Robinhood en positif avec Jack Wujastic, donc j'ai pris une bonne position sur Robinhood, je suis déjà en positif de 6, 7, 8% j'ai vu alors que je suis rentré très tardivement. À voir ce que ça va donner, bien entendu je suis toujours pas conseiller financier. À ce jour en action américaine j'ai du Tesla, du Apple, j'ai pas encore de Nvidia parce qu'il est reparti comme une balle et j'ai pas eu le temps de payer et je l'avais payé beaucoup trop bas pour rentrer beaucoup trop haut, souvenez-vous à l'époque, et j'étais sorti surtout beaucoup trop tôt, je suis toujours dégoûté. Donc du Tesla, du Apple, du Robinhood, un peu de Marathon et de Riot pour les minières, et voilà, j'essaie de pas trop me disperser autour de tout ça. Bien entendu Coinbase, je ne sais pas si je l'ai cité, voilà, j'en ai quelques-unes en tête, mais je suis déjà pas mal exposé aux États-Unis. J'essaie de ne pas non plus trop l'être, puisque avec les crypto-monnaies, on est déjà sur un actif international malgré tout, et voilà, globalement, je pense qu'il y a quand même des choses de temps en temps comme ça, des petits coups à jouer au niveau des actions US. Et on terminera avec Axel Kibar qui, il y a 2 jours, nous met en avant le breakout des 0.05 au niveau du ratio ETH-BTC avec un Ether qui est toujours vachement dégradé et un price target qui pourrait atteindre à terme 0.03 si on avait ne serait-ce qu'un Bitcoin qui vienne chercher d'ici l'automne ou début 2025 les 80 à 100 000 dollars et que Ether reste entre 3 000 et 4 000 dollars, on va dire. Bien entendu que ce ratio continuerait de baisser puisque Bitcoin progresserait beaucoup plus vite que Ether lui-même, avec peut-être, on l'espère tous, malgré tout, sur cette décision de mai, d'avoir, si il y a rejet de toutes les approbations dans un premier temps, des raisons ou du moins une nouvelle deadline, ou bien on pourra avoir l'immense surprise, mais à ce jour, peut-être qu'il reste 1, 2, 3% de chance d'avoir une approbation là en mai sur l'ETF spot de Ether, ce qui lancerait probablement une alt season d'anthologie. Personnellement, quand il y a beaucoup moins de chances que ça se passe, bien entendu, je vais pas aller jouer ça sur un coup de dé en nous disant on parie à 1 contre 10 ou 1 contre 15, bien entendu. Mais voilà, c'est quelque chose qui, peu importe quand ça arrivera, donnera le coup de fouet à Ether, mais aussi à tout ce qui gravite de près ou de loin autour des Layer 2, autour de Lido, Immutable X. On a vu récemment voilà, un beau réveil aussi du côté de tous ces tokens. Donc c'est quelque chose à surveiller et qui peut être d'un point de vue du DCA entre deux, si cet été ça se passait en eau trouble entre guillemets pour le marché crypto, ça peut être une piste, une direction à étudier assez sérieusement. Et donc je pense que ça avait été traité déjà lors de l'émission, de la dernière émission, mais je le remets en avant puisque je pense que c'est quand même une réciproque inverse qui est suffisamment intéressante par rapport au marché crypto pour être mise vraiment en avant, et c'est presque 5 ans plus tard, après l'introduction des fameux futurs au Chicago Mercantile Exchange, le fameux CME, en décembre 2017, ça avait fait exploser la bulle lorsque Bitcoin était à 20 000 dollars, puisque derrière ça s'est effondré littéralement, et la suite vous la connaissez, on a touché 2009, 3 000 dollars au point bas. Et là désormais, ils envisagent donc sur cette même place boursière qu'est le CME, et c'est quand même quelque chose de très important aux États-Unis, l'introduction du trading spot au comptant pour BTC, et donc ils ont fait cette révélation au Financial Times en disant que désormais, en ayant des BlackRock et tous les autres qui sont en train d'acheter du Bitcoin au comptant, ils pensent que voilà, ils peuvent aussi se mettre à cette table-là. Donc clairement, comme dit en intro de cette émission, on a un équilibre des forces qui va se faire de par les futurs qui continueront certainement d'être la plupart du temps spéculés à la baisse, tout en ayant l'équilibrage qui vient se faire avec des achats au comptant, au spot,
Ceci étant dit, c'est pas parce que BlackRock est à la table qu'on est désormais immunisé, vous l'avez bien vu récemment. On a la moyenne mobile 20 qui était autour de 2056 milliards qui a été touchée il y a 3 semaines et on est désormais de retour sous le pivot des 2400 milliards avec un cours qui est à 2364 aujourd'hui. Ça peut varier un peu quand vous regardez sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap, mais globalement on est dans ces eaux-là, 2400 milliards ici, 2450 même, qui est une énorme zone de polarité qui a été travaillée dès mai 2021, le retour en août 2021, on fait un nouveau point haut en novembre 2021, de retour dessous en décembre et ensuite on ne l'a plus jamais retouché depuis justement le franchissement autour de la mi-mars et là pour l'instant on travaille en dessous, donc un sacré point de pivot pour le marché crypto. 1045 milliards pour les alts qui ont touché depuis 2 mois la moyenne mobile 20 qui se trouvait autour de 900-920 milliards. On est de retour donc à 1045 et on a un bouchon de champagne à faire sauter récent à 1270. Ça a permis de faire reset et notamment au niveau du RSI hebdomadaire. Le crypto total 3, 673 milliards, pareil, travail de la moyenne mobile 20, contraction de prix dans un micro-range. On est bloqué sur les bougies ici entre du moins les corps 640 et la borne haute 665. Donc en soi c'est assez explosif, mais le souci c'est qu'on a quand même perdu du momentum. Donc à voir pour la période estivale qui en général est une période qui est plutôt molle pour les marchés comme vous le savez. Le Bitcoin lui-même donc proche de 67 000, est-ce qu'on a bel et bien break le bull flag? C'est là toute la question. Alors j'ai vu bon nombre de mes confrères, notamment Axel Kibar et bon nombre d'autres qui sont certainement immensément plus calés que moi en analyse technique, qui continuent d'apprendre au quotidien. Voilà, est-ce qu'on est toujours dans ce petit bull flag ou est-ce qu'on l'a percé ici à partir du moment où on sort finalement de cette contraction? Je pense qu'il faudra confirmer tout simplement sur ce mois de mai et donc sur cette deuxième quinzaine qui s'ouvre pour avoir peut-être un retour ne serait-ce que sur les 70-72 000 et voir un peu comment ça se passe autour de ça. Comme on l'a vu tout à l'heure, nouvelle ATH pour le SP500, c'est pareil pour le Nasdaq, c'est pareil pour bon nombre d'autres indices et le gold aussi qui nous fait une percée. Donc je ne sais toujours pas ce que ça va donner, mais on a quand même une sacrée bonne divergence au niveau du RSI. Ether qui est autour de 3100 $. Comme je vous le disais la dernière fois, tout ce qui se passe désormais entre 2005 et 3000, 2009 pour être précis, est intéressant en zone de réaccumulation pour du long terme. Si jamais ça se gâtait au cours de l'été pour Bitcoin, qu'on revienne autour de 50-52 000, on aurait pu viser 2100 pour Ether. À ce jour, ça me paraît assez présomptueux de revoir un Ether si bas, mais on a bel et bien vu que le ratio face à Bitcoin avait tendance à se dévaloriser. Donc si Bitcoin monte trop vite, on aura toujours Ether qui sera à la traîne, du moins dans un premier temps. Tout ce qui pourra renverser cette polarité pour la seconde crypto-monnaie du marché, c'est cette fameuse approbation de son ETF spot. 2414, donc peut-être pour un double top ici, au niveau du gold aussi, avec un RSI qui est bien divergent. Donc pour ceux qui ne font pas d'analyse technique, qu'est-ce qu'est une divergence? Vous avez le cours qui fait un nouveau point haut ou à minima un point à l'équilibre par rapport au point précédent, pendant que le RSI ici en zone de surachat, c'est-à-dire au-dessus de la zone que vous voyez ici au milieu, qui est la zone médiane, et à partir du moment où on sort des 70 de RSI, nous sommes en surachat. Quand on sort à la baisse des 20 de RSI, nous sommes en survente. Là aussi, c'est pas pour donner un indicateur qui est un indicateur miracle, mais quand on regarde au niveau du Bitcoin, quand on achète à partir du moment où on est autour des 20 de RSI hebdomadaire, ça se passe plutôt pas mal, à un horizon de temps de quelques mois. Quand on vend, quand on est à 80, 90, 95 de RSI hebdomadaire, ça se passe aussi plutôt pas mal en règle générale par rapport à un top local. C'est pas quelque chose à prendre pour argent comptant parce que dans un marché extrêmement haussier, on peut rester très très longtemps perché en surachat, tout comme dans un marché baissier, on peut rester très très longtemps en survente, mais globalement c'est quelque chose qui, avec un seul indicateur qui est visuel au passage, peut donner quand même une indication à quiconque de l'endroit et du momentum où nous nous trouvons par rapport à la phase de marché. Coinbase qui continue de travailler autour de sa moyenne mobile 20 et des 200 à 210 $, donc c'est un appui qui est plutôt propre pour la suite, à voir quand le marché américain nous donnera justement peut-être des signaux supplémentaires de force et que le marché crypto pourrait rebénéficier à nouveau de cette manne financière qui viendrait de la part des States une fois que le quantitative tightening va se ralentir justement. On
On a le DXY, en tout cas le dollar, qui après avoir fait ici une fausse sortie à 106.4 et de retour à 104.2, moyenne mobile 20, et on a un support juste en dessous autour de 103 points. À ce jour, il a également une moyenne mobile 200 qui se trouve pile poil à 99,56 pour ne pas dire 100 points d'ici une ou deux semaines. La Bitcoin dominance toujours super forte, proche de 56%, donc elle les a même tapés au cours de cette semaine. Ça peine malgré tout à percer pour l'instant, mais c'est aussi dans l'attente du prochain mouvement d'ampleur du côté du BTC, parce que malgré tout, quand on regarde comme ça sur le BTC1, on voit que ça fait désormais 2 mois qu'on est dans une contraction de prix. Donc on est dans cette attente de est-ce qu'on va chercher l'excès à 80, 90 000, 100 000, ou est-ce qu'on vient visiter plus bas autour de 50 000 cet été pour avoir un point d'appui un peu plus important et avoir derrière une relance qui le serait tout autant. Robinhood, comme on l'a vu tout à l'heure, donc a bel et bien imprimé 12,23, c'est pour ça que ma position récente est déjà dans le vert finalement. Je l'ai payé un peu trop tardivement. Après, voilà, la dernière fois, j'étais rentré avant la phase de breakout. Comme Nvidia, je suis sorti trop tôt et là, j'ai essayé bien entendu de reavoir des points d'entrée intéressants. Donc à voir pour la suite. Il y avait également le silver qui est en train donc au niveau des métaux précieux de continuer son break. Donc on n'est pas encore sur un nouvel ATH pour le silver. Son ATH remonte à mai 2011 et il se trouvait à 50 $. On est à 31,32, mais on a bel et bien break cette petite zone ici où on avait les points hauts les plus récents autour de 30 $. Donc à voir pour la semaine prochaine, mais voilà, les métaux précieux, le silver a tendance à être souvent en retard par rapport au gold, et là on a eu une belle phase avec des volumes qui sont en train d'être exécutés. Toute la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des joueurs de breakout ici en pleine accélération ou est-ce que c'est déjà trop tard avec un RSI déjà qui est bien haut perché? Allez, on se quittera avec Avax Avalanche. On le passe de temps en temps, pas tout le temps, mais là il a une configuration qui est vraiment pas dégueulasse. Après, voilà, dans le vert, on a quand même quelques alts aussi qui sont plutôt sympas, mais concentrons-nous sur Avalanche avec une zone ici de polarité de ouf à 33 $. On voit que tous les corps de bougie ont essayé de se rattraper à cette zone et ici depuis décembre 2023. Donc vraiment toute la liquidité à absorber entre 28 et 30 $ dès lors qu'on a eu les mèches ici qui sont venues s'y fracasser, j'ai envie de dire. On a le RSI médian qui est en train d'être travaillé, donc c'est plutôt positif pour Avalanche qui certainement va essayer ici de ralentir le momentum baissier juste au-dessus de la zone médiane. On aura peut-être un petit croisement comme ceci et ensuite on repartira à l'assaut du point haut récent qui est autour de 63-64 $ et on a un ATH de l'automne 2021 à venir chercher à quasi 148 $ pour Avalanche. Ça fait quand même une belle marge de progression. Le Bitcoin ayant clôturé à 67 000 $ hier, on risque d'avoir une très belle clôture hebdomadaire ce dimanche soir. On va voir comment ça va se passer, mais en tout cas, les 60 000 ont tenu malgré tout ce qui a pu se passer ces temps-ci. Et pour autant, avec un BTC proche des 70 000, le désintérêt est absolu. La capitulation psychologique est bel et bien là sur les réseaux sociaux et peut-être c'est ce qui est annonciateur de jours meilleurs. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je vous retrouve lundi. Très bon week-end. Ciao, ciao.